Dans l'esprit de nombreuses personnes, un anthropologue va forcément travailler sur une population exotique, de terrain a priori très lointain. Et il est déjà arrivé que lorsque je faisais 2, 3, 4 vidéos d'affilée sur des thèmes qui concernent également notre population, comme par exemple qu'est-ce qu'un rite, qu'est-ce que la religion, parler de la fête de la Saint-Patrick, parler du Père Noël, donc finalement des thèmes qu'on va retrouver dans notre, entre guillemets, culture. J'ai déjà eu des reproches, ou en tout cas des petits commentaires qui disaient « Ah, d'habitude, elle parle beaucoup plus des peuples du monde ». Et on a même pu me reprocher une forme d'ethnocentrisme du fait que je ne sois pas en train de parler de sociétés exotiques. Aussi, on m'a de très nombreuses fois demandé s'il y avait des anthropologues qui travaillaient sur leur propre culture. Et quand je vous ai parlé de la vidéo que je vais réaliser aujourd'hui, il y en a certains qui n'ont pas compris le thème et qui n'arrivaient pas à le concevoir. Et donc ça m'a quand même fait réaliser qu'une grande partie du public qui n'est pas ou qui est très peu initié à l'anthropologie va un petit peu avoir tendance à la voir comme une science de l'exotisme. Il est certain que c'est une science où on va travailler sur les autres, mais les autres, ils peuvent faire partie de la même culture que nous. Et d'ailleurs, faire de l'anthropologie de sa propre culture, c'est quand même très important. On peut et on doit, je crois, faire de l'ethnographie de notre propre territoire, de nos propres mœurs, de nos propres habitudes. Il y a même tout un mouvement, tout un courant de pensée qu'on va appeler l'anthropologie française. Enfin bref, l'anthropologie ne concerne pas que les Papous, les aborigènes ou les sociétés d'Amazonie ou les Inuits. Et c'est ce dont je voulais vous parler dans cette nouvelle vidéo, mais je ne vais pas vous en parler seule. Pour ce faire, j'ai donc invité une spécialiste, une anthropologue française qui travaille sur un terrain français, mon amie Lorraine Camilly, qui va un petit peu nous éclairer sur tout ça et nous montrer toutes les facettes de l'anthropologie française dans les deux sens du terme, donc l'anthropologie faite par les Français et l'anthropologie de la France. Alors, surtout, restez là. Coucou Lorraine, bienvenue sur ma chaîne, même si concrètement on est dans mon salon et que tu connais déjà un petit peu les lieux. Oui. Alors pour te présenter en quelques mots, tu t'appelles Lorraine Camilly, tu as 30 ans et tu es doctorante chercheuse en anthropologie. Alors est-ce que tu peux nous raconter sur quel terrain tu travailles actuellement? Alors, donc moi je travaille sur des situations de pollution minière. Ok. Donc dans des territoires qui ont été abîmés par l'exploitation minière ancienne. Okay. C'est-à-dire que c'est des mines qui sont plus en activité en France. Donc je travaille dans un village du Gard et dans la vallée de l'Orbiel, près de Carcassonne. Et je travaille aussi dans un laboratoire de chimie qui élabore des protocoles de dépollution dans ces sites-là. Et donc je m'interroge sur la façon dont les gens organisent leur existence collective et individuelle dans des territoires qui ont été abîmés par l'industrie minière et comment des scientifiques tentent de réparer ces espaces-là en élaborant des protocoles de réparation. Donc tu travailles autant avec les locaux qui vivent sur ces lieux-là qu'avec les scientifiques qui vont travailler sur ces protocoles. Oui, c'est ça. Je travaille donc dans le laboratoire de chimie et aussi dans les villages, donc avec les personnes qui sont confrontées au quotidien à des environnements plus ou moins pollués. Donc est-ce que tu dirais que tu as deux terrains qui sont assez différents ou finalement tu considères ça comme un seul et unique terrain? Alors pour moi, c'est un seul et unique terrain puisque les scientifiques travaillent dans les mêmes villages où moi je travaille et c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé ensemble. Comment faire face en fait à la contamination du monde, voilà, comment on y habite, comment on vit et qu'est-ce qu'on fait face à ça. Du coup, techniquement, tu es une anthropologue française qui fait un terrain en France, donc un terrain chez toi. C'est ça. Alors avant qu'on se lance là-dessus, parce que ça va être un peu la thématique principale de cette vidéo, l'anthropologie de la France par la France, comment toi tu définirais ce que c'est que l'anthropologie en général? Alors je sais que c'est très vaste comme question, mais comment tu définirais ton travail en fait? L'anthropologie, c'est une discipline des sciences humaines et sociales qui s'intéresse aux pratiques humaines et sociales dans toutes les sociétés
est plutôt à l'époque contemporaine, au sens où on va aller étudier des pratiques vivantes, c'est-à-dire on étudie des sociétés où les gens sont vivants, à l'inverse de sociétés, à l'inverse de disciplines comme l'histoire qui vont étudier des sociétés dans le passé, et donc des gens morts. Mais il y a des parties de l'anthropologie qui étudient aussi des gens du passé. On va plutôt être dans le domaine de l'anthropologie historique ou de l'anthropologie physique, c'est-à-dire, tu te souviens de cette série télévisée Bones? Ouais. Voilà, elle est anthropologue. En fait, elle s'intéresse pas aux sociétés vivantes, elle étudie des restes humains, et donc elle s'intéresse aux sociétés du passé. Ok, mais ça, c'est quand même un anthropologue aussi. Ça rentre dans le domaine de l'anthropologie, mais c'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est de l'anthropologie sociale. Dans la tradition anglo-saxonne, ce qu'on appelle l'anthropologie est divisée en 4 disciplines. Tu vas avoir l'anthropologie sociale et culturelle, donc ce que font les anthropologues qui vont étudier par exemple des sociétés en Amazonie, ou moi ce que je fais en France. Les anthropologues physiques, donc qui vont plus être comme Bones en fait, à étudier des restes humains, des caractéristiques physiques, etc. L'archéologie, qui s'intéresse donc aux techniques humaines du passé. Et le 4e domaine, ça doit être peut-être l'ethnolinguistique, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Et dans les départements, dans les universités anglo-saxonnes, peut-être en Allemagne aussi, mais ça je suis pas sûre, dans les universités anglo-saxonnes, dans le département d'anthropologie, on va trouver ces 4 champs. Et ton travail, genre comment tu dirais ce que toi tu fais? Et bah du coup, moi mon travail, c'est d'aller à la rencontre des personnes, par exemple des personnes qui habitent dans des territoires qui ont été abîmés par l'industrie minière, qui sont confrontés à une pollution de type plomb, arsenic, etc., qui concernent les eaux, les sols, etc. Donc d'aller les rencontrer, de faire des entretiens, comprendre quelle est leur perception des choses, est-ce qu'ils ont changé des pratiques à cause de cette pollution, comment ils habitent leur espace, quelle est leur relation à l'environnement. Et donc ça veut dire partir plusieurs mois dans ces villages-là, en fait, pour s'insérer dans des réseaux d'interconnaissance, rencontrer du monde, participer à la vie locale et comprendre en fait ce qui se passe dans ces espaces-là. Donc c'est vraiment du travail d'immersion en quelque sorte. Quelle est la finalité de ce travail? Est-ce que c'est juste de faire une étude ethnographique de quelque part ou enfin vers quoi tu te diriges en fait avec ce boulot? L'idée c'est d'étudier de façon fine et précise comment les gens habitent ces territoires-là. Donc moi j'ai 2 cas d'études, mais en fait la pollution minière ou pas, c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes, ici et ailleurs. Et donc l'idée c'est vraiment de produire une description, une étude ethnographique qui montre concrètement comment les gens adaptent leurs pratiques, comment ils habitent à côté d'anciennes mines pour pouvoir étudier en fait d'autres espaces de la même façon. Ce que je fais, c'est pas une sociologie des mobilisations. En fait, je m'intéresse pas aux associations qui vont militer pour la dépollution ou autre. C'est vraiment de comprendre chez les personnes entre guillemets ordinaires comment tout un chacun compose avec la présence de cette pollution-là. Et du coup, de travailler sur la pollution, qui est quand même un sacré gros sujet actuellement, quelles répercussions ça peut avoir? Alors, quand on fait un travail de recherche, en général, les répercussions, c'est tout petit, petit, mais on contribue un tout petit peu à notre mesure à la connaissance du sujet, déjà pour commencer. Parce que finalement, on connaît assez mal la façon dont les gens qui vivent dans des espaces pollués vivent concrètement. Qu'est-ce que ça change sur leur mode de vie, etc. Exactement, donc ça c'est important de le documenter, parce qu'en fait l'anthropologie à la base c'est vraiment quand même de documenter des pratiques, c'est ça notre but principal. Et après j'espère que ce genre de travail peut être fait ailleurs par d'autres personnes et ça peut avoir des répercussions en termes de formulation et de recommandations de politique publique. De comment prendre en charge ces espaces-là, de mieux comprendre les attentes des populations. Est-ce qu'elles ont besoin d'informations? Est-ce qu'elles ont besoin de dépistage? Est-ce qu'elles ont besoin qu'on vienne dépolluer leur territoire, etc. Et donc ça peut avoir ce genre de répercussions. Mais après, en collaboration avec tout un tas d'autres disciplines, bien sûr. Et donc toi, tu es spécialiste du coup en anthropologie sociale, et plus précisément en anthropologie de la France. C'est ça. Alors, c'est pas vraiment l'objet dans lequel je suis spécialisée, l'anthropologie de la France, mais de fait, comme je travaille sur des terrains français, je fais pas de l'anthropologie du Maghreb ou de l'anthropologie amazoniste, ça va être dans le champ de l'ethnologie de la France. Le champ dans lequel je m'inscris, on va plutôt parler d'ethnologie
de la France plutôt que d'anthropologie de la France. Et de façon générale, quand on s'intéresse à une ère culturelle, on va parler d'ethnologie du Maghreb, d'ethnologie méso-américaniste, etc., plutôt que d'anthropologie. Parce que l'échelle ethnologie s'intéresse plutôt à une ère culturelle, en fait. Bon, après ça, c'est des définitions, d'autres personnes ne seraient pas d'accord, mais en gros, Lévi-Strauss, c'est ce qu'il dit. Donc il y a le niveau d'analyse, plutôt au niveau de l'ethnologie, ça va être une ère culturelle plus ou moins unifiée, parce qu'évidemment, du Maroc jusqu'à la Tunisie et à l'Égypte, en fait, il y a plein de différences culturelles, mais globalement, on est dans une ère culturelle avec des traits communs. D'accord. Et le niveau de l'anthropologie, quand on parle d'anthropologie, en fait, on monte en généralité et on va inclure dans un même cadre d'analyse des sociétés qui sont très différentes entre elles et on va les analyser du point de vue d'une pratique commune. Donc par exemple, on va parler d'anthropologie du fait religieux, d'anthropologie politique, d'anthropologie économique, d'anthropologie de l'environnement, etc., etc. Et donc toi, tu vas t'inscrire dans quel domaine de l'anthropologie? Mes travaux, globalement, s'inscrivent dans 2 grands domaines. Parce qu'après, il y a plein de sous-domaines, d'approches théoriques, de préférences disciplinaires. Mais en gros, je travaille à la croisée entre ce qu'on appelle l'anthropologie des sciences. Donc, c'est un domaine qui va s'intéresser aux pratiques des scientifiques, puisque j'étudie des chimistes dans un laboratoire de chimie. Voilà. Et l'anthropologie de l'environnement, puisque je m'intéresse aux relations que les humains vont nouer avec un environnement qui a été dégradé. Et est-ce que du coup, quand tu es dans des laboratoires, tu es avec d'autres scientifiques, mais du coup, quand tu es sur ton terrain, comme tu viens de le dire, avec les populations, est-ce que tu considères que c'est de l'anthropologie du monde rural, de l'anthropologie de la ruralité, je sais pas si ça se dit? Alors, c'est un domaine qui est en train de se formaliser de plus en plus pour distinguer en fait des approches qui vont se concentrer sur la ruralité, d'autres approches qui vont travailler plutôt en milieu urbain. Et donc, en fait, oui et non. Parce que de fait, je travaille dans des milieux ruraux et en même temps, c'est des espaces qui sont très particuliers puisque on est dans des espaces ruraux mais qui ont connu une industrie lourde pendant très longtemps. Donc c'est des espaces très particuliers. Moi, j'ai beaucoup remarqué sur ma chaîne YouTube qu'il y a un peu un stéréotype des anthropologues qui vont forcément s'intéresser aux populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un peu aux populations du tiers-monde aussi énormément. Et donc comment toi, t'en es arrivé à plutôt t'intéresser à une population parmi laquelle tu vis? Alors oui, il y a ce stéréotype qui existe parce que, en fait, de fait, l'anthropologie, elle s'est bâtie en allant étudier des autres qui étaient donc vraiment des autres très très lointains. Et donc comment on en vient à travailler en France? À la base, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de travailler dans le domaine de l'anthropologie des sciences, de faire ce qu'on appelle une ethnographie de laboratoire. Parce que j'avais lu Bruno Latour et que je voulais faire pareil. Et en fait, c'est de fil en aiguille, en faisant mes premiers terrains, mes premières recherches, d'abord en France, puisque l'objet auquel je m'intéressais quand j'ai commencé l'anthropologie, c'était un objet très contemporain. Donc c'était le biomimétisme, qui consiste à s'inspirer du vivant pour créer de nouvelles innovations technologiques plus respectueuses de l'environnement, plus efficaces, etc., etc. Et donc, quand je cherchais des terrains pour étudier ces pratiques-là, je me suis d'abord tournée vers la France. Et puis, j'ai rencontré les scientifiques du laboratoire sur lequel je travaille aujourd'hui. J'ai trouvé ça super intéressant, donc j'ai continué à travailler avec eux. Et puis, ils m'ont emmenée dans ce village, Saint-Laurent-Ligné, dans le Gard. Et je me suis dit que c'était super intéressant de se demander qu'est-ce que ça fait d'habiter un territoire qui est abîmé, et puis abîmé par l'industrie capitaliste. Et donc, je me suis installée dans ce terrain-là. Et puis, en fait, voilà, c'est de fil en aiguille. Je me suis pas posé la question d'aller voir ailleurs ce qui se passe. J'ai été entraînée de terrain en terrain, et c'est souvent ce qui se passe, en fait, à cet endroit-là. Est-ce que dès les débuts de la discipline, les anthropologues se sont directement intéressés à leur propre pays, à l'anthropologie de la France, ou est-ce que ça arrivait plus tard? Alors, ça arrivait bien plus tard. Après, ça dépend à quand on fait remonter les débuts de la discipline. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anthropologie, l'objet de l'anthropologie, c'est de produire un discours sur les autres. Donc à un moment, il a fallu définir qui sont ces autres. Et donc, l'anthropologie en tant que discipline scientifique, elle émerge en produisant un discours sur des autres
qui sont en fait pas des Européens. Et donc tout ce qui est société exotique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Amazonie, notamment avec la découverte. L'arrivée des Européens sur le continent américain. Mais du coup, quand est-ce que ça arrive qu'on commence à s'intéresser à la population de la France, aux Européens, à nous-mêmes en fait? À quel moment on se considère nous-mêmes comme l'autre qu'on peut étudier? Alors, c'est important c'est important ce que tu viens de dire, à quel moment on se considère comme l'autre qu'on va étudier, parce que, encore une fois, l'anthropologie produit un discours sur l'altérité, et donc l'altérité, elle va être construite différemment. Donc, ça commence avec le folklore. Donc, avant l'anthropologie de la France, il y a le folklore. Donc, les études folkloriques qui vont s'intéresser aux arts et aux traditions populaires. Donc ça commence au XVIIIe siècle, dans le cadre d'un mouvement pré-romantique qui va s'opposer au rationalisme et à l'universalisme des Lumières. On va s'intéresser aux particularités locales, aux traditions, aux rituels d'une population plutôt rurale, plutôt populaire. Parce que donc, cette idée de l'autre, encore une fois, l'anthropologie, elle produit un discours sur l'altérité. Cette altérité, elle est toujours construite. Et donc, le « eux », l'autre qu'on va étudier dans le cadre du folklore, c'est par opposition à un individu rationnel, civilisé, savant, plutôt bourgeois, plutôt urbain, et qui est détaché de toutes ces traditions et rites. Et dans le folklore, il y a l'idée qu'on étudie des traditions qui appartiennent au passé. Dans l'idée que ce qu'on étudie dans le folklore, c'est passéiste en fait, c'est pas moderne, c'est pas civilisé. Et comment ça se transfère dans l'anthropologie alors? Parce qu'aujourd'hui, on considère, on n'a pas du tout cette vision-là, passéiste, etc. Non, alors du coup, ça prend beaucoup de temps, puisque du XVIIIe siècle à aujourd'hui, il y a quand même 3 siècles, donc ça prend beaucoup de temps. Et en fait, finalement, le folklore et l'ethnologie se rejoignent parce que leurs prémices sont les mêmes, à savoir qu'il y a un grand partage entre eux et nous. Et le nous, c'est toujours un nous occidental, éclairé, scientifique, rationnel. Donc finalement, des populations amazoniennes qui vivent entre guillemets comme des primitifs, parce que c'est comme ça que c'est pensé à l'époque, et des gens qui font des rites dont personne ne comprend rien dans des villages perdus. Il y a un truc commun quand même, et du coup, c'est petit à petit que l'ethnologie et le folklore se rejoignent, au détriment du folklore, puisque à mesure que l'ethnologie se constitue comme discipline, le folklore disparaît en fait. Et c'est dans les années 1950 qu'il y a un tournant, puisque les anthropologues décident d'appliquer leur méthodologie d'enquête, leurs outils d'analyse, etc., à leur propre société et à des objets d'étude en France. Et c'est là vraiment que naît l'ethnologie de la France. Mais du coup, dans la vision qu'il y avait à l'origine de l'anthropologie, c'était quand même ultra évolutionniste. Enfin, tu as utilisé toi-même des termes savants, éclairés, face aux autres qui sont plus donc des êtres de la nature ou des êtres de milieux ruraux et tout ça. Aujourd'hui, on s'en est détaché. Quand on fait de l'anthropologie de la France ou de l'anthropologie d'ailleurs, il n'y a plus cette dimension évolutionniste, n'est-ce pas? Ah bah non, on considère pas qu'on étudie des primitifs ou des arriérés. Non, non, ça c'est fini, et heureusement. Et donc, ça va être quoi les premiers sujets qui vont intéresser les anthropologues qui vont travailler sur de l'anthropologie de la France? Donc l'ethnologie de la France, à ses débuts, elle va porter sur les sociétés rurales, les campagnes, les villages. On n'est pas encore sur l'anthropologie urbaine. Donc par exemple, il y a cette grande enquête qui a été menée dans les années 50-60 par 4 anthropologues femmes, très importantes. Yvonne Verdier, Françoise Donabent, Tina Jolas et Marie-Pierre Pingot, qui étaient au laboratoire d'anthropologie sociale et qui ont travaillé pendant presque 10 ans sur le village de Minot en Bourgogne. Et donc elles se sont intéressées à la littérature orale, à la parenté, aux techniques, aux fêtes, aux cérémonies, etc., etc. Donc c'est plutôt à ça qu'on va s'intéresser au début. Et aujourd'hui, sur quoi ça va porter plutôt l'anthropologie de la France? Tout ce que tu veux. Tout? Tout. Aujourd'hui, on va s'intéresser à plus d'objets, enfin de plus en plus aux objets dits de la modernité. Donc, par exemple, Françoise Donabent que j'ai évoquée, après avoir travaillé sur Minot en Bourgogne, elle a travaillé sur le nucléaire à La Hague et comment, sur la perception du risque chez les travailleurs du nucléaire et chez les gens qui habitaient autour de la centrale. Enfin, c'est pas une centrale, autour de l'usine. On va travailler sur, par exemple, la police. On va travailler beaucoup dans des espaces urbains. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les personnes en situation de précarité,
Donc les SDF, ça peut aussi être sur des personnes immigrées. On va travailler sur des associations, beaucoup. On peut s'intéresser aux ONG, comment fonctionne une ONG. Beaucoup de questions environnementales. Il y a eu beaucoup d'anthropologues à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Et des anthropologues qui travaillent aujourd'hui sur des séries télévisées. Ah ouais? Oui. Qui? Il y a une anthropologue à Marseille qui travaille sur l'émission Mariée au premier regard. Ah ouais? Et sur sa diffusion et sa traduction dans plusieurs pays européens. Sur comment ça circule en fait. Donc c'est des objets. Donc en fait on va aussi beaucoup travailler sur des objets transculturels et aussi sur leur circulation, sur comment ils passent d'un pays à l'autre. Je crois que tu as parlé récemment du champignon de la fin du monde d'Anna Tsing. Donc typiquement on va travailler sur ce genre de pratique de cueillette de champignons. Il y a beaucoup de gens. On travaille sur la chasse aussi. Beaucoup, des anthropologues qui travaillent sur les pratiques de chasse contemporaines, sur les relations avec la forêt. Beaucoup d'anthropologues qui travaillent en laboratoire comme je le fais. On peut travailler aussi sur la chirurgie en hôpital, donc il y a des terrains dans des hôpitaux. En gros, tout peut être un objet d'étude. Il y a aussi, j'ai l'impression, beaucoup de sociologues qui vont travailler sur exactement les mêmes sujets, sociologie des matchs de foot, des séries télé et tout. Donc qu'est-ce qui va distinguer les travaux que vont faire un anthropologue de ces sujets-là d'un sociologue de ces sujets-là? Est-ce qu'il y a vraiment une distinction? Et si jamais il y en a une, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une question assez sensible dans le milieu, dans le sens où en général un anthropologue répondra que bien sûr c'est très différent, les méthodes n'ont rien à voir. Tandis qu'un sociologue répondra effectivement, la distinction n'a plus lieu d'être. Pour répondre un peu entre les deux, ce que je peux te dire, c'est que l'anthropologie continue de s'appuyer sur une méthode qui est celle de l'ethnographie de longue durée. Donc, c'est-à-dire que pour un terrain de thèse, par exemple, on va faire entre 12 et 24 mois de terrain avec les personnes dont on étudie les pratiques. Tandis que les sociologues, qui utilisent aussi la méthode du terrain ethnographique, vont faire des terrains, mais qui vont être beaucoup moins longs, peut-être plutôt de l'ordre de 3 à 6 mois. Et ils vont aussi avoir recours, beaucoup plus que les anthropologues, à la méthode de l'entretien, même si moi je travaille énormément par entretien aussi. Et les sociologues peuvent aussi faire appel aux méthodes statistiques, par exemple, ce que nous on ne fait pas du tout. Et il y a des gens aujourd'hui qui se disent socio-anthropologues. Donc ça vient encore plus brouiller les pistes. Une autre différence, ça va être le corpus bibliographique auquel on se réfère. C'est pas les mêmes en sociologie et en anthropologie. Mais voilà, je pense que je vais me mettre à dos toute la France sociologue si... Mais non, les gens qui regardent cette chaîne sont sympas et ne mettent pas de commentaires désagréables. Et au pire, ils seront pour moi, de toute façon. Je te les lirai pas, et puis tout ira bien. Est-ce qu'il y a une vraie différence de méthode de recherche entre l'anthropologie de la France, donc d'un terrain sur lequel tu vis, et de l'anthropologie exotique? Fondamentalement, non. Dans le sens où ce qui est préconisé et ce que je fais, ce sont des terrains de longue durée, de toute façon, puisque c'est vraiment le terrain et l'immersion dans la longue durée auprès des populations avec lesquelles on travaille qui permettent d'accéder à un niveau de compréhension de certaines logiques sociales que quelqu'un qui passe 3 jours en faisant un reportage pour de journalisme, par exemple, ne comprendrait pas en 3 jours. Après, la différence majeure avec le fait de travailler en France et le fait de travailler à l'étranger, c'est quand même la langue. Ce que j'allais dire, la langue, Un des obstacles qui n'existe pas quand on travaille dans son propre pays ou sa propre culture, c'est qu'on maîtrise déjà la langue. Ce qui peut être un obstacle plus tard dans le moment de l'analyse, puisqu'on va avoir tendance à penser les objets du terrain avec sa propre langue. Et donc, la distance qu'il peut y avoir quand on travaille dans une langue étrangère, elle n'existe pas quand on travaille dans sa propre langue. Prenons tous les anthropologues qui bossent en France, tous les doctorants. Est-ce que tu penses qu'il faudrait regarder des chiffres, mais comme ça, à vue d'œil, qu'il y en a autant qui vont travailler sur de l'anthropologie de la France que de l'anthropologie exotique, ou c'est quand même toujours l'anthropologie exotique qui est plus valorisée? C'est plus l'anthropologie entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, exotique, bien qui sûr, est valorisée. Évidemment, plein de guillemets exotiques. Mais en fait, ça a tendance à beaucoup changer ces dernières années.
Enfin, moi, quand j'ai commencé à travailler sur des objets en France, donc plutôt en 2017-2018, bah, j'étais un peu la seule. Ok. Enfin, j'étais pas la seule, mais je me sentais un peu seule, puisque mes camarades à l'époque à l'UHESS partaient plutôt sur des terrains pas forcément exotiques, mais du moins étrangers, c'est-à-dire hors de la France. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment... Enfin, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à travailler sur des terrains proches. Et je pense que la pandémie de Covid-19 y a joué, parce que beaucoup de personnes ont vu leur terrain lointain devenir tout d'un coup encore plus lointain. En fait, c'est même pas ça, c'est inaccessible. Ouais. Donc quelqu'un qui pouvait travailler dans des petites îles de Micronésie, en fait, avec la pandémie de Covid-19, les frontières ont été fermées, donc c'était plus possible d'y aller. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc toutes les personnes qui travaillent sur des terrains sibériens ou situés sur le territoire russe, c'était inaccessible. Et donc certaines personnes se sont mises à travailler en France, sur des objets en France. Et voilà, il y a fort à parier que la crise actuelle au Moyen-Orient va aussi fermer d'autres terrains. Et donc il y a cette tendance à revenir à la maison, entre guillemets. L'anthropologie, elle cherche à définir un peu les comportements humains. Donc il faut un petit peu se regarder soi quand même aussi. Oui, alors moi, j'ai prêché pour ma paroisse. Moi, je suis passionnée par ce qui se passe en France et dans nos campagnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller faire de l'anthropologie à l'étranger, puisque c'est aussi dans le dialogue interculturel et interdisciplinaire que notre discipline reste vivante et réflexive et se nourrit. Est-ce que toi, tu as déjà eu envie de faire un terrain à l'étranger, ou est-ce que tu regrettes de ne pas avoir choisi un terrain étranger, ou est-ce que ça te va en fait de travailler sur ta propre population? J'ai déjà fait du terrain à l'étranger. Donc j'ai déjà travaillé au Maroc sur des potagers urbains et c'était vraiment très très chouette, mais la barrière de la langue faisait que ça compliquait forcément le travail. Et est-ce que je regrette? Alors il est vrai que quand certaines personnes me disent « Ah, je reviens de 6 mois en Polynésie, 6 mois en Nouvelle-Calédonie », bon, c'est vrai que ça fait un peu rêver, mais moi, je travaille dans les Cévennes et c'est tout aussi bien que la Nouvelle-Calédonie, donc non, je regrette pas du tout. Et tu crois, toi, que quand on cherche à devenir anthropologue, c'est parce qu'on a un certain attrait pour le voyage, parce qu'on est attiré, en fait, par l'exotisme? Ça peut, en fait, parce que la production d'un discours sur l'altérité, c'est quelque chose qui est encore très agissant dans notre société. J'imagine que tu as beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce que c'était l'anthropologie de la France quand tu as dit que tu allais en parler. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Voilà, ça c'est vraiment le signe que la catégorie de l'exotique, du lointain, elle est encore très agissante et il se peut tout à fait que des personnes deviennent anthropologues parce qu'à la base, il y avait cet attrait pour les populations amazoniennes, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour des contrées reculées, des gens qui ont un mode de vie très différent. Après, ça ne veut pas dire que ça fait des mauvais anthropologues sur le long terme, puisque l'anthropologie, c'est aussi avant tout une méthode, une façon d'étudier les choses, et en fait, ça donne un esprit critique et une capacité réflexive qui, à mon sens, permettent d'abattre et de déconstruire cette catégorie de l'exotisme. Bon, du coup, pour faire de l'anthropologie, on n'est pas obligé donc de partir très loin. On peut étudier des sujets qui sont fascinants sur nous-mêmes. Est-ce que tu aurais des auteurs, des œuvres à conseiller d'anthropologues français qui ont travaillé sur des terrains français? Par exemple, il y a le livre d'Yvonne Verdier qui est paru en 79, Façon de dire, façon de faire. Ouais. Donc c'est à partir de ses travaux et de ses enquêtes à Minot en Bourgogne, et elle va s'intéresser à ce que font les femmes, puisque jusque-là il n'y a pas grand monde qui s'intéresse vraiment à ce que font les femmes dans leurs actes quotidiens. On s'intéresse en fait aux pratiques de chasse masculines, aux pratiques de chant masculines, etc. Et donc ces travaux s'inscrivent dans le champ de l'anthropologie des femmes, qui n'est pas encore l'anthropologie féministe, mais qui va regarder concrètement ce que font les femmes au quotidien. Donc il y a Béatrix Lowita qui a travaillé sur la bourgeoisie parisienne. Ah ouais, très cool. Donc dans un livre qui s'appelle Ni vu ni connu. Donc là c'est intéressant parce qu'elle explique qu'elle a rencontré des difficultés que beaucoup d'anthropologues ne rencontrent pas sur des terrains exotiques. Du coup, qui est notamment le fait qu'elle était face à des personnes très éduquées et qui souvent, elle était doctorante ou jeune chercheuse, et qui souvent en savaient plus qu'elle
sur son domaine voilà, de recherche. sur l'histoire de sa discipline Okay. et qui savait très bien ce qu'elle était en train de faire, alors que souvent les gens ne savent pas trop ce que c'est un anthropologue. Il y a une jeune chercheuse qui s'appelle Lise Foineau et qui a travaillé sur les Roms. Okay. Elle a passé plusieurs années dans une compagnia, donc c'est comme ça que s'appelle l'unité de vie collective. Et donc ce sont des travaux très récents puisque je crois que son livre a été publié cette année ou l'année dernière. Au milieu des années 2010, il y a le livre de Christian Bromberger sur le match de football. Ouais. Donc on peut faire l'ethnologie d'un match de football. Oui, il y a une vidéo sur la chaîne qui a appuyé sur son bouquin d'ailleurs. Je vous la mettrai dans le petit i qui est par là ou par là, je sais plus, et dans la barre d'infos. Merci beaucoup pour ces recommandations. Si vous voulez en trouver plus, vous pouvez aller sur la collection qui s'appelle, j'ai oublié... Ethnologie de la France. Ethnologie de la France, il y a toute la liste sur, étonnamment, le site du ministère de la Culture. Et d'ailleurs, il y a toute une rubrique sur l'ethnologie de la France sur le site du ministère ouais, trop bizarre. de la Culture. Improbable. Mais du coup, voilà, il y a plein d'autres bouquins d'anthropologues français qui travaillent sur des terrains en France que vous pourrez retrouver là. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et maintenant, ma petite Lorraine, on va passer aux questions des abonnés. Celle qui est revenue à fond, c'était ton parcours. Tout le monde veut connaître ton parcours scolaire, universitaire et qu'est-ce qui t'a amené à faire des études d'anthropologie. Vous voulez la version courte ou la version complète? La version moyenne. Moyenne, d'accord, ça m'aide vachement. Après un bac littéraire, quand ça existait encore. Oui, un bac L. Voilà. Moi j'ai fait ES. À l'époque. En 2011, je suis rentrée en licence de littérature et de sciences politiques pendant 3 ans. Après, j'ai fait un master de politique environnementale à Sciences Po Paris. Donc jusque-là, l'anthropologie n'était pas du tout dans ma vie. Ouais. Tu savais que ça existait? Oui, je savais que ça existait, mais je savais pas trop... Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a... On savait pas trop qu'il y avait des études de ça aussi, nous. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert ça tard. Ouais, ben en fait, juste, c'est pas quelque chose qui m'a intéressée. On n'avait pas forcément des bouquins d'ethnologie à la maison. Je savais vaguement qui étaient les Lévi-Strauss, mais j'ai pas grandi dans une famille où on sait ce que c'est l'anthropologie, on en parle. Et à Sciences Po, j'ai eu la chance de suivre les cours de Bruno Latour, qui est un immense sociologue, philosophe, penseur, anthropologue qui est décédé il y a peu. Et Latour nous a parlé des travaux de Philippe Descola, notamment par de la nature et culture. Et là, plus grosse claque intellectuelle de ma vie, et je me suis dit, oh mon Dieu, mais je veux me frotter à ces idées tout le reste de ma vie en fait. Et j'ai toujours eu une appétence pour la recherche. Ouais. Donc à la fin de ma licence, moi je voulais faire de la recherche en littérature, finalement j'ai fait Sciences Po, mais j'ai toujours voulu faire de la recherche, et donc après ce premier master, je suis rentrée en 2016 à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, très connu, en master d'anthropologie, ethnologie. Ouais. Et là, donc j'ai fait mon master en 3 ans, ce qui est très courant en fait de faire des masters en 3 voire 4 ans pour certaines personnes, puisqu'on fait des terrains assez longs déjà. Ouais. Et voilà, et en 2019, je me suis inscrite en thèse, et ça fait donc... 4 ans. Ouais. C'est ma 5e année de thèse, ça fait donc 8 ans que je fais de l'anthropologie. Bon, on en a un petit peu parlé dans la vidéo précédemment, mais c'est quand même beaucoup revenu dans les questions des abonnés. Comment tu en es arrivé à ton terrain à toi, et plus généralement aussi, comment on choisit un terrain? Bon, je vais pas re-raconter comment je suis arrivée sur mon terrain, mais alors, la question de comment on choisit un terrain, c'est une vraie question. Ouais. Qui a des implications méthodologiques, épistémologiques, qu'est-ce qui fait terrain, enfin c'est des vraies questions qui travaillent la discipline. Je sais pas comment on choisit un terrain, en fait on s'intéresse à... Alors il y a des gens qui ont beaucoup voyagé dans certains endroits et qui ont envie d'aller y travailler. Ouais. Des fois c'est des rencontres avec quelqu'un ou avec une pratique, avec une technique, avec un sujet aussi. Avec un sujet et on se dit mon Dieu mais j'ai envie d'en savoir plus. Il y a 1000 façons en fait de choisir un terrain. Et la meilleure façon de choisir un terrain, c'est de se laisser embarquer par le terrain. Moi, à la base, j'ai pas choisi d'aller travailler à Saint-Laurent-le-Minier dans le Gard. Ouais. Et c'est petit à petit que j'y suis arrivée et qu'en fait, on se fait embarquer par le terrain. Il y a quelque chose qui se passe et on décide que ok, c'est ça mon terrain. Et d'ailleurs, bon là, c'est pas une question d'un abonné, c'est moi qui reviens un peu là-dessus. Quel est ton avis à toi, genre je te demande vraiment à toi, sur le fait de faire un terrain qui concerne une communauté ou une pratique dont on fait partie. Genre, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est
plutôt bénéfique? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que c'est très intéressant? Par exemple, un anthropologue qui serait issu de communautés autogérées et qui ferait de l'anthropologie des communautés autogérées. Alors, on s'en fout pas, dans le sens où ça pose de vraies questions de méthode, exactement comme le choix du terrain. En fait, c'est des questions que, dans l'anthropologie, on se pose tout le temps. Comment on choisit un terrain? Est-ce que je suis légitime pour aller poser des questions? Ouais, voilà, exactement. Est-ce que c'est quoi les implications méthodologiques et pour ma recherche de venir de ce terrain-là? Donc on s'en fout pas, mais est-ce que ça doit être un obstacle pour aller faire du terrain là-bas? Je pense pas. En fait, tant qu'on est au clair, qu'on définit clairement sa position, je pense que c'est tout à fait possible. Après, peut-être que le fait d'être beaucoup trop proche de son terrain, ça peut être un obstacle. Une charge émotionnelle peut-être qui rentre en jeu. Et puis des problèmes d'accès sur le terrain, le fait de ne pas avoir suffisamment de distance critique, une adhésion en fait, une adhésion trop forte à ce qui se passe sur le terrain sans pouvoir vraiment avoir suffisamment de recul pour analyser les choses, ça peut être des risques. Pour autant, le fait d'aller travailler dans une société très 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 différente de la sienne n'est pas non plus gage de la production d'une meilleure science. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce que je voulais te demander. En fait, il faut se poser les mêmes questions. C'est un peu ce que je voulais te demander et aussi ce que je voulais en profiter pour rappeler aussi, c'est que ce qui est important pour un anthropologue, on est d'accord, c'est qu'il se rende compte qu'il n'est pas vraiment neutre. Ah bah non, on n'est jamais neutre. Hein. De toute façon, le point de vue surplombant, neutre, objectif et objectivant, ça a une existence théorique. Ouais, voilà. Mais pas réelle. Mais dans les faits, on va toujours être pris dans des dynamiques relationnelles, dans des idées qu'on a d'avance, dans des exigences scientifiques, dans des exigences de la part des interlocuteurs. C'est compliqué, mais c'est ça qui fait la force de l'anthropologie, c'est que dès ses débuts, en fait, elle produit une réflexion sur les conditions de production des données. Dans le sens de se prendre en... Ah non, c'est plutôt dans le sens de, ok, d'où je viens, qui je suis, quelle est la place qu'on m'assigne sur le terrain. Ouais. En fait, l'anthropologie, c'est un peu comme... Enfin, faire du terrain, c'est un peu comme faire une expérience très subjective, dans le sens où notre propre corps est un outil d'expérience. Notre propre psyché, notre propre subjectivité va faire partie de l'expérience, et du coup, plutôt que d'essayer d'épurer ça en produisant un point de vue neutre, objectif, surplombant, qui en fait n'est pas possible, on va prendre en compte cette part de subjectivité et la reconnaître, et le fait de la reconnaître garantit en fait la rigueur de ce qu'on produit. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui considèrent, encore une fois, c'est pas une question d'un abonné, mais ça aurait pu, que les sciences humaines, du coup, ne sont pas des sciences précises et en fait ont du mal à comprendre toute la teneur scientifique qu'il y a dans les sciences humaines à cause de ça. Alors, on n'a pas les mêmes outils que des scientifiques durs. On ne va pas faire des expériences reproductibles et répétables en conditions de laboratoire. Mais moi, j'étudie des scientifiques et les conditions de production des faits scientifiques, c'est aussi quelque chose qui est énormément informé de social, d'affectif et de subjectivité. Et ça ne veut pas dire que les données qui sont produites sont moins robustes ou sont moins scientifiques, mais en fait c'est pareil pour les sciences humaines et sociales. On a des méthodes de réflexion, on a des communautés de recherche qui vont valider ou invalider nos résultats de recherche. On mène des réflexions en général au sein d'une équipe à plusieurs, on élabore des résultats ensemble, on est lu, on est relu, on est critiqué en permanence, on présente en permanence nos travaux dans des séminaires, des conférences et on discute de ces travaux-là. Et donc c'est ça en fait qui va garantir la fiabilité de nos données. Dans les sciences dures, il peut y avoir un prisme social en fait. Il y en a souvent un. Oui, par exemple, la biologie, pendant très longtemps, la biologie a été informée par des idées très évolutionnistes. Évolutionniste pas au sens darwinien, mais au sens de l'anthropologie évolutionniste. Et donc forcément, quand on a des idées comme ça influe sur la science et les résultats qu'on produit. Ou même sur la domination chez les animaux, les rapports sexués chez les animaux, etc. aussi. Oui, alors moi j'ai une collègue qui raconte que, donc elle travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Et elle a observé chez les personnes qu'elle étudiait, donc chez les Cassua, que les Cassua avaient observé chez le cassoar, qui est donc un oiseau endémique de là-bas, des comportements sexuels homosexuels. Et donc elle revient en France après ses premiers terrains, elle en parle à ses collègues du Muséum national d'histoire naturelle, et leur dit ben voilà, il se passe ça. Et ils l'ont prise pour une folle. Et en fait, plus tard, des biologistes ou des écologues bien carrés, bien sciences dures, sont allés observer les mêmes choses, les mêmes faits qu'elle avait rapportés. Donc là, à ce moment-là, on l'a prise au sérieux. Et on a pris les Cassua au sérieux. Mais forcément, voilà, on peut passer à côté de plein de choses et c'est aussi valable évidemment pour l'anthropologie, mais c'est normal. En fait, une science, elle avance comme ça. Il est possible que des données ou des choses qu'on écrit aujourd'hui, dans 50 ans, elles soient plus du tout valides. Et donc, ça, c'est un des grands apports de l'anthropologie, à mon sens. Mais ça existe aussi dans d'autres sciences humaines et sociales, bien sûr. C'est cette attention quasi obsessionnelle aux conditions de production de la donnée et du discours, en fait, parce que ce qu'on fait, c'est produire un discours sur les autres, même si cet autre, il est plus défini comme il était il y a 50 ans. On continue à parler des autres, et donc il faut le faire en étant très conscient de nos prismes et de nos biais, et aussi, comment dire ça, en conservant le respect de l'autre. L'autre nous a donné de son temps pour qu'on puisse comprendre ses pratiques, et donc il faut lui faire honneur aussi. Oui, l'anthropologie, elle aide pas mal, enfin même moi quand je faisais mes études, je l'avais beaucoup ressenti, à se rendre compte qu'on a des prismes énormes sur des trucs qu'on imagine comme étant des espèces de vérités absolues. En fait, il y a des très gros prismes sociaux là-dessus. Bah, typiquement la conception de la nature ou des choses comme ça. Alors, question suivante. Est-ce que ton terrain te paraît exotique quand même, d'une manière ou d'une autre? Alors, oui. Parce que donc moi, je suis très citadine, dans le sens où je suis née, j'ai grandi et je vis en ville. Et donc, je me suis retrouvée dans des terrains à la campagne. Enfin, c'est un univers que je connais pas du tout, et donc tout me paraissait nouveau. Ouais. Et aussi, j'ai un parcours très littéraire et je me suis retrouvée dans un laboratoire de chimie. Donc forcément, il y avait un petit décalage. C'est pas du tout mon monde, donc ça me paraissait extrêmement exotique, ouais. Et notamment parce que la chimie, c'est un langage à part entière. Ouais, finalement, comme quoi la langue du terrain, elle compte quand même. Et exactement, et moi je parle pas chimie. Donc il a fallu apprendre pour comprendre exactement ce dont parlaient les gens. T'as des anecdotes un peu de terrain rigolotes? Alors il y a une fois, on était dans le laboratoire avec des chercheuses et on observait des graines sur une paillasse. Et je crois qu'il y en a une d'entre elles qui essayait d'attraper les graines, donc des graines vraiment très très petites avec une pince, et qui n'y arrivait pas. Et moi je lui dis attends, bouge pas. Paf, j'attrape la graine avec le doigt, je la mets dans la boîte de pétri, et là, réaction horrifiée de tout le laboratoire. Mais qu'est-ce que tu fais? On ne met pas la main dans la bouche quand on est dans un laboratoire de chimie. Il peut y avoir n'importe quoi sur tes doigts ou sur la paillasse. Et voilà, et je savais pas. Mais c'est souvent comme ça sur le terrain, que ce soit dans un labo ou ailleurs, c'est en transgressant les règles qu'on apprend leur existence. Ouais. Et des anecdotes sur le terrain, dans les villages où tu travailles, t'en as un petit peu? Alors, dans un des villages, j'ai fréquenté le bar clandestin du village, qui était à la porte à côté de la maison que je louais. Et donc là, c'était un monde tout à fait nouveau. Donc j'ai pas d'anecdote en particulier, mais l'incursion dans le monde du bar clandé, des chasseurs, c'était... Ah, ça faisait pas partie de ton univers du tout, ça? Ah non, pas du tout. D'où qu'on vienne, où qu'on aille, il y aura forcément des choses qui sont très différentes. Et donc on débarque dans un endroit qu'on ne connaît pas, il y a forcément des choses par rapport auxquelles on va être un peu... on va avoir ce regard éloigné, quoi. Alors, la question d'après, qui est une question, je pense, un petit peu compliquée. Est-ce qu'il y a vraiment des manières différentes d'aborder l'anthropologie en fonction des pays? Oui. Enfin, c'est pas forcément des choses qui sont surdéterminantes, mais par exemple, là, ce qu'on disait tout à l'heure sur... donc dans les pays anglo-saxons, dans la formation initiale en anthropologie, donc initiale, j'entends plutôt le niveau licence. Ouais. Si on choisit de faire des études ethnologie-anthropologie, on va être formé en anthropologie culturelle ou sociale et en anthropologie physique, biologique, qui n'est pas du tout le cas en France, par exemple. Ouais. Et aussi, ça c'est un domaine que je connais beaucoup moins, mais il y a des anthropologues dans les pays qui sont traditionnellement
étudiés par l'anthropologie. Donc on va avoir des anthropologues du Maghreb, des anthropologues qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne. Et donc je pense qu'effectivement la façon dont eux envisagent leur travail est un peu différente parce qu'il y a tout cet enjeu aussi d'avoir été dans un pays anciennement colonisé. Est-ce que tu travailles avec des archéologues et quelle est la part de collaboration entre les différentes disciplines des sciences humaines? Alors moi, je travaille pas avec des anthropologues, des archéologues. Non, je travaille pas avec des archéologues. Après, ça pourrait se justifier dans le sens où là où je travaille, donc ce sont d'anciens sites miniers. Ouais. Les mines, elles datent pas seulement du 19e siècle, mais c'est souvent des territoires qui ont des histoires minières très très longues, millénaires, multimillénaires. Et il y a des anthropologues qui ont travaillé sur ces anciennes mines-là. Des archéologues? J'ai dit anthropologue, ouais. Putain, j'arrive pas. Des archéologues qui ont travaillé sur ces anciennes mines-là. Donc ça pourrait tout à fait, ça pourrait être pertinent. Et après, la collaboration entre sciences humaines et sociales, c'est permanent en fait, parce que dans tout travail d'anthropologie, on va faire appel à de l'histoire, de la géographie, de l'économie, de la sociologie, et ces disciplines-là vont aussi puiser dans l'anthropologie pour produire leur science en fait. Aussi, hyper étonnamment, on m'a beaucoup demandé de te demander si la sorcellerie et la magie étaient très présentes en France. Ok, alors ça c'est une question très intéressante. Je ne sais pas. La sorcellerie en France, c'est les travaux de Jeanne Favret de Saada dans les années 60 dans le bocage mayennais où elle a travaillé sur les pratiques de sorcellerie. Il y a que elle? Non, il y a d'autres anthropologues. Non, je crois qu'il y en a deux, trois autres, mais c'est vraiment les travaux reine, quoi, les plus emblématiques sur la sorcellerie. Et ça date d'il y a 60 ans, donc il est très probable qu'en 60 ans, ces pratiques, elles aient subsisté sous d'autres formes. Mais moi, je travaille pas du tout là-dessus, donc je pourrais pas vous dire. J'ai pas rencontré des formes de sorcellerie dans les villages où je travaille, j'en ai pas rencontré dans les laboratoires non plus. Mais par contre, des rebouteux, oui. Oui, alors tout ce qui est rebouteux, personnes qui coupent le feu, etc., ça existe, mais ça existe aussi en ville. Oui, donc c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut rentrer ça dans la magie, la sorcellerie et tout ça? Plutôt peut-être dans la magie, oui. Ouais. Après, je suis pas spécialiste du domaine, mais je pense que c'est un super terrain pour qui se sent la vocation de devenir anthropologue, d'aller étudier ça de plus près en le prenant au sérieux, comme l'a fait Jeanne Favret de Saada. Ouais, carrément. Et si ça vous intéresse, la sorcellerie, je vais vous sortir une vidéo sur la sorcellerie en 2024. Alors oui, c'est l'année prochaine, c'est pour Halloween prochain. Mais si j'ai l'idée un an en avance, c'est parce que je vais faire un truc un peu sympa. Ensuite, on passe à la question d'après. Quelle est l'importance de l'anthropologie en France? Alors, donc je vais commencer par Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. Le patron. Le grand anthropologue français. Donc Lévi-Strauss, il se fait connaître du grand public dans les années 50-60, mettons, avec la publication de Triste Tropique et la publication de Race et Histoire. Et donc c'est un scientifique qui a un discours, qui a une portée politique, sociale, qui va vraiment toucher tout le monde. Et on est à l'époque où la figure de l'intellectuel engagé est très importante. Voilà, ce sont des gens, donc il n'y a pas que lui évidemment en intellectuel engagé, c'est des gens qu'on voit à la télévision, dans des émissions grand public. Donc je pense qu'à cette époque, l'anthropologie elle est très importante et beaucoup de gens savent ce qu'est un anthropologue et ce qu'est l'anthropologie. Après Lévi-Strauss, on a Françoise Héritier qui est aussi une figure très importante. Et je pense qu'après, il y a un moment où la figure de l'intellectuel engagé, elle disparaît un petit peu. Au profit du scientifique. Peut-être au profit du scientifique, de l'expert, et aussi parce que vient le soupçon dans les sciences humaines et sociales, le soupçon de subjectivité et de pas être objectif et de pas, d'être biaisé quoi. D'être, comment dire? Que subissait moins du coup Lévi-Strauss ou Françoise Héritier? Je pense. Je pense qu'à un moment il y a ce truc que quand on a un discours qui a une portée politique, c'est qu'on est dans la compromission, c'est qu'on fait pas de la bonne science, c'est il y a ce truc là. Et donc c'est à cette époque où la figure disparaît un peu. Et donc je sais pas si aujourd'hui l'anthropologie elle a autant d'importance qu'à cette époque, mais j'ai l'impression qu'il y a un renouveau et que
les anthropologues reviennent un peu sur le devant de la scène, on en entend de plus en plus dans des émissions culturelles ou dans des émissions de grande écoute. Il y a des licences qui s'ouvrent un peu partout, alors que moi je me souviens avec un master à mon époque, oui, c'est vrai, tu as raison. de Paris. Oui, il y a de plus en plus de formations qui s'ouvrent sur l'anthropologie, parce que c'est peut-être une bonne nouvelle qu'on reconnaisse que c'est d'utilité publique de faire de l'anthropologie. C'est un truc qui revient des fois en commentaire, que c'est d'utilité publique. D'ailleurs, c'est très cool parce que ça nous amène à une question, à la question d'après. Est-ce que tu penses que l'anthropologie devrait être intégrée au cursus scolaire obligatoire au même titre que par exemple la philo? Ouais, moi je pense que oui, de ouf. Oui. Oui, ça serait hyper intéressant parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient un petit peu fait d'ethnologie, pas forcément un master, mais peut-être un ou 2 ans, ou même un cours, en ont vu la vision de leur monde transformée. Et je dis pas que l'anthropologie c'est forcément ce truc magique de waouh, d'un seul coup je suis éclairée sur tous les aspects du monde, pas du tout. Non, bien sûr, mais remettre un petit peu en question quelques trucs qui nous semblaient très... Ouais, et puis je pense que c'est important de savoir qu'il y a des autres qui vivent pas comme nous. Et que en fait ces façons de vivre, elles sont tout autant intéressantes, importantes et légitimes que la nôtre. Et quand je dis la nôtre, je parle du point de vue occidental, dominant, majoritaire. Oui, mais même ces autres, on l'a dit tout à l'heure, on a aussi parlé d'anthropologie de la France, ça peut être nos voisins aussi. Ça peut aussi être pas que les à 50 km. Non, c'est sûr. Voilà, Et apprendre, enfin, il faut pas tomber dans le discours de ah c'est super, on va apprendre des autres, regardez comme ils vivent en harmonie avec la nature, il faut qu'on fasse pareil. Ceux qui ont rien, ils donnent le plus. Voilà, non c'est pas ça, mais je pense que ça serait hyper intéressant et pas se limiter à Race et Histoire de Claude Lévi-Strauss. Aller au-delà. Et peut-être même avant la philo en fait. Ça serait, enfin voilà, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres façons d'exister et enfin voilà. Je pense que si plus de gens étaient formés à l'anthropologie, le dialogue interculturel, parce que c'est quand même le fond de notre fonds de commerce, serait plus apaisé et aurait une dimension plus réflexive. Les conseils à quelqu'un qui souhaiterait s'orienter vers des études d'ethno ou d'anthropo? S'armer de patience. Ouais, s'armer de beaucoup de patience. Mais d'abord... Avoir un bon psy. D'abord, il faut savoir qu'on peut s'orienter vers l'ethnologie, l'anthropologie après n'importe quel parcours. Donc j'ai beaucoup de camarades qui étaient médecins et qui sont devenus anthropologues. Moi j'avais un pharmacien, master. Voilà, qui étaient formés. Alors beaucoup de gens qui sont formés dans les métiers de l'audiovisuel qui deviennent anthropologues. Dans le théâtre et tout. Ouais, on peut être ingénieur et devenir anthropologue. On peut être mathématicien et devenir anthropologue. Enfin voilà, c'est pas, il faut pas nécessairement faire une licence d'ethnologie pour s'orienter vers ces études-là. Voilà. Et conseil? Ah, conseil, ça dépend si on veut faire des études d'ethnologie ou devenir anthropologue. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Alors la question exactement, c'était les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait s'orienter vers des études d'ethno ou d'anthropo. Alors, il faut avoir un gros appétit pour la lecture. Oui, c'est vrai. Parce qu'on lit énormément. En fait, un anthropologue, il fait quoi? Il va lire, il va aller sur le terrain, faire son terrain, et il va écrire. Donc il faut aimer lire, il faut aimer écrire, parce qu'en fait, si on fait un super terrain et qu'on lit plein de trucs mais qu'on n'écrit jamais rien, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est un peu perdu pour la cause, quoi. Et après, voilà, être prévenu que faire du terrain, ça veut dire peut-être parfois partir pendant de longs mois, loin de ses proches, ça veut dire être beaucoup seul, ça veut dire apprivoiser la solitude de plein de façons. Pour faire du terrain aussi, c'est important d'avoir envie d'aller vers les autres, être curieux des modes de vie des autres, prendre les autres au sérieux. Oui, être ouvert aussi. Être ouvert et surtout, voilà, considérer que en face de moi, j'ai un autre que moi, mais qui est un autre moi aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure, qui est inséré dans un réseau social, des pratiques, etc. Voilà. Je pense que c'est ça qui est très important. Les principaux conseils. En fait, Descola, il a cette superbe phrase qui dit enfin voilà, être anthropologue, c'est avoir envie de se frotter à la vie des autres. Et je trouve que c'est très juste. Parce que souvent, quand on est sur le terrain, pendant un temps, on va vivre une autre vie que la sienne, on va vivre la vie des autres. Voilà. Trop cool. Combien de temps ça prend de faire une thèse en anthropologie? Ah, beaucoup. Grand sujet. Beaucoup de temps. En moyenne, puisque quand on fait de l'anthropologie, on va sur le terrain. Et donc le terrain, ça peut prendre entre 1 et 2 ans.
Donc déjà pendant 1 et 2 ans, on est sur le terrain. En moyenne 5-6 ans, une thèse d'anthropologie. Est-ce que les femmes anthropologues ont la même égalité des chances que les hommes dans ce domaine? Ah! On y est. C'est pareil dans tous les corps de métier. Et la recherche et l'enseignement supérieur ne font pas exception. L'obstacle principal que rencontrent les femmes en anthropologie, mais aussi de façon générale en sciences humaines et sociales et dans le domaine de la recherche et de l'ESR, ESR, enseignement supérieur et recherche, ça va être ce qu'on appelle les retards de carrière. Okay. Mettre en place une carrière de chercheur, ça prend du temps, on fait de longues études, on fait des thèses, ensuite après la thèse, il y a ce qu'on appelle le post-doc. Ouais. Ce sont des postes avant de passer des concours et d'obtenir un poste. Et donc, on arrive à ces moments-là vers la trentaine. Et c'est des moments où la vie fait que certaines personnes ont envie de fonder un foyer, de s'ancrer quelque part, etc. Et donc, c'est un peu difficile je pense, c'est pas mon cas, mais d'être mère de jeunes enfants tout en menant une carrière dans des milieux qui sont hyper compétitifs. Et donc, il y a ce qu'on appelle des retards de carrière, où des hommes qui n'auraient pas d'enfants ou qui auraient une compagne sur qui compter pour élever des enfants, vont avancer plus vite dans leur carrière qu'une femme qui se consacre à ça. Alors, je dis pas que c'est le cas partout, je parle plutôt... Je dis pas que ça n'existe pas non plus dans les couples homosexuels, mais globalement, ça c'est pas moi qui l'invente pour le coup, statistiquement, c'est plus compliqué pour les femmes de faire carrière que les hommes. Et d'ailleurs, dans des générations un peu antérieures de chercheurs-chercheuses, il y a beaucoup d'anthropologues qui font du terrain en couple. Oui, et tout ça. Généralement, exemple, on connaît le monsieur, et pas la dame. Peu de gens savent que Lévi-Strauss, il n'était pas tout seul sur son terrain en Amazonie, il y avait sa femme, Dina Dreyfus, qui est d'ailleurs une personnalité très importante, qui a fondé des écoles, qui a écrit des cursus de pédagogie, qui a laissé des carnets d'une précision magnifique sur le terrain, parce qu'elle prenait des notes, tout comme lui. Mais en fait, on connaît Claude Lévi-Strauss et pas Dina Dreyfus Lévi-Strauss. Ouais, l'anthropologie ne fait pas exception sur ce point, malheureusement. Et est-ce que être une femme sur le terrain, ça change quelque chose? Tout comme être une personne blanche ou une personne racisée, ça va changer quelque chose. Tout comme être jeune ou vieux, ça va changer quelque chose. Il y a certains terrains qui peuvent être plus ou moins accessibles selon qu'on est un homme ou une femme. Par exemple, si on a envie de travailler sur les socialités féminines dans un hammam, si on est un homme, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'y aller. Après, moi, j'ai plusieurs anecdotes à ce sujet. Je me souviens, mon premier terrain, donc au Maroc, c'était un terrain assez court dans le cadre d'un cours à l'école. Et je rencontrais des difficultés sur le terrain parce que certains hommes ne voulaient pas me parler ou s'adressaient pas à moi, mais plutôt à la personne, l'étudiant qui m'accompagnait et qui était un homme, qui était un étudiant à l'université marocaine. Et quand j'en ai parlé à mon encadrant, celui-ci m'a répondu « N'oubliez pas que vous êtes une femme ». J'étais là, non, je suis pas prête d'oublier. Donc, je pense qu'il voulait signifier par là que, sur certains terrains, être une femme, ça pose plusieurs problèmes. Après, et ça, c'est pas moi qui le dis encore une fois, il y a plein de travaux sur le fait d'être une femme sur le terrain. Là, pour le coup, il y a une bonne littérature à ce sujet. C'est bien renseigné et étudié. Quand on est une femme, on est perçu comme étant plus inoffensive, disons. Et donc, sur mes terrains en espace rural, je pense vraiment que j'étais perçue comme très inoffensive parce que j'étais une jeune femme, justement. Alors après, il y a plusieurs couches de sociologie qui se superposent. C'est pas pareil de faire du terrain en femme blanche ou en homme noir, très clairement. Mais donc on est sûrement perçu comme une personne blanche avant tout, mais ça va quand même. Je crois bien que c'est Godelier sur son terrain chez les Barouillas. Il était alors après, sacré terrain aussi. Hein. Non, mais il était avec sa femme et sa fille. Et je crois qu'il a eu accès à certaines données et à certaines choses seulement parce que sa fille était une jeune fille qui était en pleine puberté. Et du coup, il y a certains rites qu'elle a dû passer, auxquels elle a participé. Et donc, c'est comme ça que Godelier a eu les données. Il y a des anthropologues dans l'anthropologie assez récente, mettons les 30-40 dernières années,
où les anthropologues femmes ont eu accès à des données, notamment tout ce qui est les menstruations, le corps des femmes, tous les rites autour du corps des femmes, que parce qu'elles étaient des femmes en fait, parce que ce sont des espaces auxquels les hommes n'ont pas accès. Question suivante. On y arrive. La question, le questionnement même par lequel passe tout apprenti anthropologue. Que faire quand on prend conscience que tout ce qui constitue notre vivre ensemble est une invention? Moi, je suis pas trop le souvenir d'avoir eu ce moment où oh mon Dieu, tout est une invention, parce que c'est pas une invention, ce sont des constructions sociales certes, mais invention c'est peut-être pas le bon terme, mais moi j'ai eu la sensation de l'avoir. Ouais. Bah, je sais pas. Après, je pense que justement, de savoir d'où ça vient, comprendre comment on en est arrivé à ces constructions sociales-là, ça peut être vachement empouvoirant. Ouais. Ça peut donner vachement de puissance d'agir et participer vraiment à la construction de la personne en tant que personne et en tant que citoyen-citoyenne. Je dirais que comprendre certains déterminismes sociaux, bon, d'un point de vue très individuel, ça permet de relire sa propre trajectoire biosociale. Oui, complètement. Et de mieux comprendre qui on est et pourquoi on réagit ou on se comporte de certaines façons. Donc déjà, d'un point de vue personnel, je trouve que ça donne vachement de pouvoir et de puissance d'être, de ok, je comprends pourquoi je suis comme ça. Comment ça s'est construit en fait. Comment ça s'est construit. Et d'un point de vue plus du vivre ensemble du collectif, ça donne les clés pour comprendre les trajectoires des autres et les trajectoires donc, collectives et individuelles, et donc pour penser le collectif. Ah, et enfin, la dernière. Y a-t-il, selon toi, des débouchés aux études d'ethno? Bah oui, sinon je serais pas en train de faire ce que je fais. Ouais, les débouchés, donc le plus évident, ça va être l'enseignement supérieur et la recherche. Il n'y a pas beaucoup de place quand même, faut le dire. Oui, alors c'est très difficile, hein. C'est un milieu qui est hyper compétitif, qui a de moins en moins de moyens, qui voit des coupes budgétaires et le nombre de postes réduire. Oui, avoir une thèse financée, c'est clairement pas gagné. Avoir une thèse financée, c'est compliqué. Il me semble que 25% des thèses en sciences humaines et sociales seulement sont financées. Un quart. Voilà. Des chercheurs qui travaillent gratuitement. Voilà. C'est nul. On peut travailler dans des associations ou des ONG. Par exemple, des personnes qui vont être spécialistes d'une aire géographique trouveront tout à fait leur place dans des ONG qui travaillent sur ces aires géographiques-là. Si on a travaillé sur des sujets plus, des aires géographiques plus proches, donc par exemple l'Europe, la France, mais qu'on est spécialiste de sujets comme l'agriculture, l'environnement, la forêt, on peut trouver tout à fait sa place dans le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est les branches des associations qui vont pousser pour certaines politiques publiques, faire de l'information. Il y a tous les débouchés aussi autour de l'éducation populaire, donc tout ce qui va être vraiment du milieu associatif. Il y a des gens qui vont aller travailler dans des bureaux d'études ou des boîtes de conseil. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez mal compris ce que c'est les sciences humaines et sociales et quelle peut être leur utilité dans l'administration publique ou les branches privées. Et en fait, on gagnerait à employer plus d'anthropologues, mais d'ailleurs, ça se fait de plus en plus des entreprises privées qui embauchent des anthropologues. Après, ça va être beaucoup des anthropologues ou des sociologues spécialistes de la consommation, des gens qui savent mener des enquêtes, parce qu'en fait, quand on a fait de l'ethnologie ou des sciences humaines et sociales, on a des savoir-faire, des compétences qu'on n'acquiert pas forcément quand on fait des sciences dures, qui sont de l'ordre de la rédaction, de l'ordre des relations humaines, de l'ordre de la compréhension synthétique d'un problème et la restitution, et proposer des solutions, etc. Et aussi de savoir mener des enquêtes. Et mener des enquêtes, on fait ça un peu dans toutes les administrations et toutes les entreprises, donc ça peut être un débouché. Il y a une nana qui était en master avec moi qui est devenue détective privée d'entreprise. D'accord, très bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de débouchés, hein, qu'on se le dise. Après, si on a la passion, je pense que c'est vraiment... c'est important de faire des études d'ethnologie parce que ça n'existe pas au lycée, que du coup, faut pallier à pas mal de trucs qui
qui manque. Se lancer dans des études d'ethnologie, entre le moment où on commence ça et le moment où on devient anthropologue, donc c'est-à-dire avec un poste, avec un revenu fixe. Avec une thèse validée. Voilà, et donc en général, il faut passer par l'étape thèse. Les anthropologues, c'est des gens qui pratiquent l'anthropologie, donc qui font du terrain, qui écrivent, qui lisent, qui publient. C'est très long, c'est pas garanti, il y a beaucoup de compétitions, c'est très difficile. Et je veux pas dégoûter les gens de faire des études d'ethnologie, mais il faut savoir en fait que c'est comme devenir géographe ou philosophe, c'est super compliqué. Bon, en tout cas, si l'anthropologie, ça vous intéresse, allez-y, faites des études d'anthropologie si vous pouvez vous permettre de faire des études. C'est fascinant, on apprend énormément de trucs. Oui. Et ça vous servira, quoi qu'il arrive, même si ça vous sert pas financièrement, économiquement, dans votre vie professionnelle, ça vous servira quand même d'une manière ou d'une autre, ça vous servira dans votre vie sociale, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie intellectuelle, et tous les savoirs qu'on accumule nous servent d'une manière ou d'une autre à un moment, dans la vie, quoi qu'il arrive. Et sur ce, merci Lorraine d'avoir fait cette vidéo avec merci moi. pour l'invitation. C'est trop cool. Merci à vous de nous avoir regardés. Est-ce qu'on peut retrouver tes travaux quelque part pour ceux que ça intéresse éventuellement? Oui. Oui, ils sont... j'ai publié plusieurs choses, pas sur mes terrains actuels, mais sur le biomimétisme, qui intéressera peut-être certaines personnes. Ouais. La plupart sont en libre accès sur Internet. On vous mettra le lien dans la barre d'infos, bien sûr, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, encore merci. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un petit commentaire, de partager la vidéo autour de vous, de me dire si vous avez aimé ce format où on reçoit quelqu'un. Moi, j'ai adoré faire ça. On se rejoint tout de suite sur mes réseaux sociaux, que je vous mettrai dans la barre d'infos et tout. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle Ethnochronique.